Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Drouin, décidément, ne s'essouffle pas. D'abord parce que le Bloc québécois continue de réclamer la démission du député libéral de son poste de président de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais aussi parce que cette histoire relance tout le débat sur le ton des échanges des parlementaires. Après l'expulsion du chef conservateur il y a une semaine pour avoir qualifié le premier ministre Trudeau de cinglé, les conservateurs n'ont d'ailleurs pas manqué de dénoncer à leur tour un nouveau message du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui aujourd'hui a traité certains conservateurs de barbares, et c'était sur la question de l'avortement. Alors, j'en discute avec Gilles Duceppe, Farouk Karim, Sandra Dubé et Marc-André Leclerc. Alors, bonjour, madame, messieurs. Sandra Aubé, pardon. Oui. Correct. Alors, écoutez, je vais commencer avec cette affaire-là du député libéral Francis Drouin qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Je vais vous faire entendre un échange d'abord entre le chef du Bloc et le premier ministre Trudeau qui est survenu mercredi. Monsieur le Président, le député s'est excusé, a retiré son utilisation du mot de Cambronne. Nous allons continuer d'être là pour défendre le français et la francophonie à travers le monde, le français à travers le Canada. Ce que malheureusement le Bloc ne peut pas dire en s'attaquant à un franco-ontarien, en s'attaquant aux communautés linguistiques minoritaires à travers le pays. Nous allons toujours être là, y compris pour défendre le français au Québec avec des milliards de dollars en investissement. Et nous allons être là pour les communautés en situation minoritaire à travers le pays, comme nous l'avions toujours été. L'honorable député de Belleuil-Chambly. En tout respect, Monsieur le Président, le mot que j'ai utilisé et que vous avez soulevé est beaucoup moins grave que celui que lui, là-bas, il a utilisé, mais que tout le monde regarde passer en disant rien. Le premier ministre essaie de mettre la division entre les francophones du Québec et du Canada. Je voudrais lui rappeler au premier ministre que lors du débat en anglais à la dernière élection, j'ai voulu parler de francophones hors Québec au débat en anglais et on m'a dit que ce n'était pas la place et qu'on ne parlait pas de français dans le débat anglais de son Canada. Ça, est-ce que c'est-tu pas mettre de la chicane? Alors, ça vous donne une idée, évidemment, vous avez entendu tout ça comme moi. Est-ce que, je me tourne vers vous d'abord, Farouk Karim, est-ce que les libéraux ont contribué à faire traîner toute cette affaire-là? Oui, absolument. Je suis pas mal sûr que M. Trudeau et le bureau du premier ministre est très... se serait passé de cette semaine-là, de ces derniers jours-là. M. Drouin... c'est très bizarre, hein, la réaction de Francis Drouin là-dessus. On dirait que c'est comme un gène de répulsion à tout ce qui est, quand on parle du Québec ou du français. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'autant plus que quand tu viens de la francophonie hors Québec, tu subis très bien, depuis des décennies, l'anglicisation et le rétrécissement de tes propres communautés. Alors, je trouve ça très bizarre que M. Drouin ne soit pas ouvert à des commentaires de chercheurs qui font leur travail de bonne foi, des démographes qui sont reconnus par ailleurs au Québec, et oui, qui sont aussi contestés au Québec, mais personne ne va le traiter de non professionnel. Fait que toute cette histoire-là, M. Drouin a fait preuve, a tiré dans sa propre équipe, et on est pris avec les vieilles chicanes du gène libéral là, qui est repoussé là, par le mouvement souverainiste. Là. On dirait des vieilles chicanes, en fait. C'est très bizarre, toutes ces histoires-là. Un peu une odeur de déjà-vu. Madame Aubé, et vous me pardonnerez pour tantôt, l'idée, donc, de recadrer le débat en faisant, justement, un affrontement entre les franco-ontariens et le Bloc, est-ce que c'est habile ou c'est désespéré? Je trouve ça extrêmement maladroit et extrêmement malheureux. Quand on parle de francophonie, quand on parle de minorité de langue officielle en situation minoritaire, on le sait, la langue, c'est quelque chose d'éminemment personnel, de très intime, qui est aussi au cœur de notre identité. Alors, on s'enflamme rapidement. Dans un contexte parlementaire où la température est déjà très élevée, de venir utiliser un discours là qui était honnêtement éminemment polarisant au Parlement cette semaine, c'était pas l'idée du siècle. Et c'est sûr que ce qui est arrivé en comité, là, le langage qui a été utilisé, c'est tout à fait inacceptable. Des témoins qui se présentent, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, ne devraient pas être accueillis comme ça. On devrait pouvoir les écouter. Tous les points de vue devraient pouvoir être écoutés. Mais après ça, ce qu'on a vu, la façon dont ça a été utilisé, hein, c'est que
la question au niveau des francophones au Québec versus hors Québec. C'est comme si on les a mis en opposition et ça ne devrait pas être en opposition. Notre francophonie, on devrait toujours travailler à la renforcer. Notre français, on devrait toujours travailler à le renforcer. Et c'est sûr que les francophones hors Québec savent que le Québec et sa francophonie, c'est un peu la locomotive là, au niveau du fait français au pays. Le français qui est majoritaire au Québec, minoritaire dans le reste du pays. Mais il faut toujours le protéger. Là. C'est sûr qu'il y a des défis de tous les moments. Polarisant, c'est une notion importante dans tout ce débat-là. On y reviendra si vous voulez bien. Marc-André, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de toute cette affaire par le premier ministre Trudeau? Bien, moi, j'étais vraiment surpris de voir autant M. Trudeau, Mme Joly, M. Rodriguez de répondre de la sorte, là, parce qu'on se rappellera qu'en 2018, là, lorsque le gouvernement provincial de l'Ontario de Doug Ford avait fait des coupes, là, puis toute l'histoire entourant l'université francophone, des coupes sur les services francophones, Mme Joly, par exemple, avait été très habile là, pour attaquer les conservateurs fédéraux par rapport à ça, puis également déchirer sa chemise. Elle s'était servie de cet enjeu-là pour un peu relancer, entre guillemets, sa carrière, là, après un passage difficile au début comme ministre. Et là, aujourd'hui, c'est de voir ces gens-là défendre là, leurs collègues comme ça sur des propos qui sont inacceptables envers des gens qui parlent d'un enjeu qui est sérieux, la protection de la langue française au Québec. Mais au-delà également de l'enjeu, moi, ce qui est surprenant de M. Drouin, c'est d'utiliser ce genre de propos-là par rapport à des témoins qui viennent en comité. Il n'y a aucun témoin qui devrait se présenter en comité avec cette menace-là de se faire traiter de noms comme ça par un parlementaire. M. Drouin n'est pas obligé d'être d'accord avec les témoins qui sont devant lui, mais je pense qu'il y a une façon d'exprimer son désaccord et c'est vraiment pas à la hauteur de la tâche, des responsabilités d'un élu à la Chambre des communes de répondre comme ça, qu'on soit en accord ou non avec un témoin qui est devant nous. Je pense que M. Drouin, malheureusement, a failli à la tâche. Alors justement, M. Duceppe, est-ce que M. Drouin devra démissionner? Est-ce que c'est inévitable qu'on en arrive là pour sortir de cette crise? Moi, je pense qu'il est indigne d'occuper cette position. D'autre part, il a gaffé, mais je trouve que l'attitude de M. Trudeau, c'est encore pire. Parce que lui, il savait que ça s'en venait en chambre, il s'est préparé. Et il a carrément menti. Quand il a dit que le Bloc s'opposait, ne considérait pas les francophones hors Québec, ne s'occupait pas de leurs revendications, la Fédération des communautés francophones et acadiennes a reconnu à maintes reprises que c'est le Bloc qui défendait le mieux leur dossier. Quand est arrivée la crise de Montfort, le Bloc était le seul parti à donner de l'argent pour soutenir Montfort. On avait donné 10 000 $. Alors, quand j'entends M. Trudeau faire cette déclaration, c'est des mensonges éhontés. Dans un français pitoyable, d'ailleurs, il a dit que le français se porte de plus en plus bien. Il devait suivre les cours offerts par le Parlement français, ça lui ferait du bien, là. Et ça m'a rappelé le Justin que j'avais vu en 2007 pour la première fois dans une assemblée organisée par le sénateur Hébert pour défendre le projet Katimavik. Il n'était pas député, il était entré suivi d'une horde de caméramens des réseaux anglophones. Se dirigeant vers moi, il avait dit « Toi, c'est quoi ta petite nation? » Ben ça, c'est le Justin, là, qui est réapparu comme je l'avais connu à l'époque. Et M. Boissonneau a été encore plus ridicule en disant que lui a étudié en français en Alberta et qu'il ne savait pas franciser l'Alberta. Il est responsable des langues officielles. Faire une déclaration aussi insipide que ça, puis il savait que ça s'en venait, ils se sont donc préparés. Je ne sais pas qui c'est qui les conseille, mais c'est un ridicule total. Bon. Farouk Karim, je parlerai pas du fond de la déclaration, mais de la forme, là. Parce que cette affaire, ça soulève toute la question du ton, de la façon dont les parlementaires s'adressent ou se parlent entre eux. Il y a le chef conservateur aussi qui a traité le premier ministre de Trudeau, faut pas l'oublier, là, de cinglé, hein, récemment. Ce matin, le chef du Bloc traite des conservateurs de barbares sur une question de l'avortement. Et encore une fois, j'en suis pas au fond de l'affaire, mais bien à la forme. On est, vous l'avez dit, Mme Aubé, on est dans une société de plus en plus polarisante, où très souvent, on le voit, le ton monte un peu partout, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que. Est-ce que la classe politique ne devrait pas justement donner l'exemple? Ben, oui, en principe, oui, mais il y a un incitatif à être polarisant. C'est ça le paradoxe. C'est que oui, en principe, on voudrait que nos leaders politiques élèvent le débat
et qu'on puisse avoir des débats de fond, par exemple, sur la francisation ou l'anglicisation au Québec, par exemple, sur la décriminalisation des drogues. On voudrait avoir des débats qui sont compliqués, qui sont pleins de nuances, qui ont plein de contrastes. Mais ce qui marche en politique, c'est, et pas seulement en politique, partout, c'est le clic, c'est l'effet de toge, c'est être spectaculaire, et ça devient une escalade. Donc, si ton adversaire utilise ces armes-là, ne pas utiliser ces armes-là toi-même, tu te pénalises. Et donc, ça fait une escalade de langage. Et quand on arrive en fin de session, surtout comme ça, où les esprits s'échauffent, où les sondages sont pas très bons, où il y a une équipe conservatrice qui se voit déjà au pouvoir, ben ça a tous les éléments d'une tempête parfaite où les insolences sont lancées à gauche et à droite. Oui, le clic, l'effet de toge, c'est une chose, mais quand on en arrive à quelque chose qui s'apparente à l'insulte, c'en est peut-être une autre. Madame Bombé, on a des règles, il y a des balises qui existent actuellement, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? On a l'impression des fois que du côté d'Ottawa, si on compare par exemple à l'Assemblée nationale à Québec, justement, il y a peut-être moins de balises ou un dictionnaire des mots interdits qui est moins présent. N'empêche que les règles sont quand même là. On l'a vu notamment là dans le dossier du fameux mot wacko, quand le premier ministre a été traité de cinglé. Là, donc, et les parlementaires sont habitués souvent on va entendre souvent en période de questions où il va y avoir là, les gens vont parler, les esprits vont s'échauffer, puis après ça, il va y avoir un rappel à l'ordre, puis les gens vont retirer le langage qui sont utilisés, qui était non parlementaire. Ça existe, mais présentement, effectivement, la température est très très chaude. Les parlementaires s'en vont en semaine de circonscription. On va voir le gouvernement faire la tournée probablement pour suivre après le budget, mais après ça, là, c'est vraiment c'est le marathon ou le sprint qui nous mène jusqu'à la fin de la session. Et là, je pense que tout peut arriver avec ce qu'on a vu depuis le début de la session. Et on s'attendrait à ce que le gouvernement élève le discours et n'embarque pas dans ses enfantillages. Mais en effet, je vais faire du pouce sur ce que mon collègue vient de dire précédemment. Si on ne le fait pas, si on n'embarque pas dans cette guéguerre de mots qui est au plus bas dénominateur commun, bien, les gens ont l'impression un peu d'y laisser là, et de perdre au change. C'est extrêmement malheureux. On devrait prendre pour acquis que le citoyen est quand même très intelligent puis qu'on est capable d'avoir des bons discours. Bon. Je vous invite à regarder, on va le voir à l'écran, je pense, cette déclaration récente, cette déclaration de ce matin de M. Blanchet. Vous voyez, alors, et je cite, il y a dans le geste de Soraya Martinez le courage certain de se lever et de faire face à une centaine de conservateurs qui font figure de horde de barbares en termes de droit à l'avortement. Monsieur Duceppe, je me tourne vers vous. Est-ce que le chef du Bloc est allé trop loin en traitant les conservateurs de barbares? Moi, je pense qu'il a fait une erreur parce que, au lieu de parler du fond de l'affaire, on parle de la forme. Alors, les conservateurs ont tout à fait tort sur la question de l'avortement, et c'est de ça dont il faut parler, et pas des termes avec lesquels on les a accusés d'être complètement dans l'erreur. En ce sens-là, je pense que Plamondon, actuellement, à Québec, démontre bien qu'on peut avoir un style, et ce style-là, respectueux des autres, et que ce style-là fait en sorte que ça ne nuit pas du tout à la popularité. Alors, je pense qu'il faut revenir à ça, surtout en fin de session, parce que les fins de session sont toujours des périodes pas faciles, où les gens sont à fleur de peau, et avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. Donc, je pense qu'il faut faire attention, et pas tous faire des polièvres de nous-mêmes. Marc-André Leclerc, est-ce que vous partagez l'avis de M. Duceppe? Oui, je suis tout d'accord avec Gilles là-dessus par rapport au fait que je pense pas que M. Blanchet n'avait besoin d'aller là. Surtout que M. Blanchet, la semaine dernière, était heureux là, lorsque M. Poilievre est expulsé pour avoir utilisé le mot cinglé, d'annoncer ça. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui utilise ce genre de mot-là. Au lieu de jouer sur le fond, il joue sur la forme. Le Bloc québécois, depuis quelques semaines, entre les conservateurs et les libéraux, se disent étant les adultes dans la pièce. Là. Et là, je pense qu'aujourd'hui, M. Blanchet oublie un peu l'image que le Bloc québécois essaie de projeter au cours des derniers mois. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est un peu surprenant cette semaine. Autant la semaine passée, M. Blanchet, comme je viens de le dire, mais également M. Trudeau là, dénonçait les propos de M. Poilievre. Et c'est drôle quand même de voir cette semaine M. Trudeau incapable là, de condamner, de réprimander là, les propos de son député, là, M. Drouin. Là. Bon.
Par ailleurs, Ottawa a fait marche arrière. On l'a vu mardi dans toute la question du projet pilote sur la décriminalisation de l'utilisation des drogues en public, en Colombie-Britannique. Et évidemment, on parle de petites quantités toujours, il faut le préciser. Alors, Mme Aubé, est-ce que les attaques de Poilievre, de M. Poilievre sur la question vont suivre les libéraux? Ça fait un bon moment, en fait. Même quand j'étais au gouvernement, là, il y a plusieurs années, c'était un des chevaux de bataille des conservateurs. Tout ce qui est les questions de la drogue, la décriminalisation, tout ce qui a trait aussi au crime. Il faut pas nécessairement faire le lien là, entre la drogue et le crime. Donc, est-ce que je pense que ça a eu un impact? Possiblement. En même temps, la Colombie-Britannique a fait sa demande elle-même. Le gouvernement fédéral y a acquiescé. Donc, à ce niveau-là, ça semble suivre l'ordre des choses. Mais c'est sûr que c'est un sujet, quand on parle de la sécurité de nos communautés, mais aussi quand on parle de la santé des gens, quand on parle de la santé, de la vie des personnes qui sont parfois plus démunies, ça vient vraiment chercher là, les différents côtés, différents angles. On veut pouvoir circuler dans nos villes, dans nos milieux de vie, se sentir en toute sécurité. En même temps, les gens qui ont des enjeux au niveau de la consommation de drogue devraient aussi pouvoir avoir accès à des services et ne pas avoir peur justement de finir derrière les barreaux parce qu'ils ont ce problème-là. Alors, il y a une dualité là, mais certainement les conservateurs gardent la ligne et je pense qu'ils vont absolument continuer de conserver la ligne. Ce sera très intéressant de voir jusqu'où est-ce que ça mène. Oui, parce que M. Poilievre le dit mercredi, il l'a répété à plusieurs reprises. Il dit qu'il craint qu'Ottawa accepte une requête qui a été faite par Montréal, dit-il, pour instaurer un projet pilote en Colombie-Britannique. Mais ça prend pas une très grosse recherche pour se rendre compte que la mairesse de Montréal dit que, malgré une motion, il y a eu bel et bien une motion qui a été faite en janvier 21 par le conseil municipal ou au conseil municipal, il n'y a pas de demande officielle faite à Ottawa qui irait dans ce sens-là. Alors, Marc-André, est-ce que c'est une bonne tactique pour les troupes de M. Poilievre de marteler ce message? C'est sûr que c'est un enjeu qui est frappant du côté de Vancouver. C'est sûr que c'est clair que les conservateurs essayent de voir un peu qu'est-ce qui peut se passer dans les autres provinces par rapport à ça. Effectivement, vous avez raison par rapport à la motion. Mais également des propos que Mme Plante a tenus. Là, je regardais un petit peu avant notre conversation là, des dépêches là, dans le Devoir de l'automne dernier où Mme Plante leur a dit à des organismes à Montréal qui demandent justement la même chose, qu'elle allait aller de l'avant dans cette demande-là. Je pense de voir aujourd'hui que c'est une bonne chose peut-être là, que Mme Plante un peu revu ses positions par rapport à ça, parce qu'on voit que ça n'a pas été un succès du côté de Vancouver. Donc, on se doute vraiment que si on va dans la même direction, ça ne sera pas un succès du côté de Montréal. Donc, peut-être le fait justement là, que les conservateurs attaquent là, et amènent l'enjeu du côté de Montréal, là, fait en sorte de s'assurer que du côté de la ville de Montréal, là, il n'y aura pas de prise de position, il n'y aura pas de demande qui sera faite là, du côté de Santé Canada. Là. Il nous reste à peu près 10 secondes. Monsieur Duceppe, vous avez le mot de la fin si vous acceptez de répondre très, très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis, on devrait s'inspirer du Portugal, où il y a des projets semblables, mais des projets qui sont encadrés, ce qui n'était pas le cas à Vancouver. Et au Portugal, depuis 20 ans, la consommation de drogue qui ont été décriminalisées, la consommation de drogue a diminué d'environ 25 %. Mais c'était encadré, alors que c'était pas encadré du tout à Vancouver plutôt. C'est la grosse différence. Et aux États-Unis, c'est la position des conservateurs et c'est là que la consommation est la pire. Merci beaucoup à tous, toutes, d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne fin de semaine.